Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème ondes et matières sur les spectres RMN. La spectroscopie RMN, résonance magnétique nucléaire du proton, c'est-à-dire du noyau de l'atome d'hydrogène. Donc, regardons tout d'abord pourquoi on va introduire cette nouvelle méthode. Donc, quelles sont les limites de la spectroscopie infrarouge? Alors, prenons ces deux molécules, le pentane 2-on et le pentane 3-on, et on s'aperçoit que les spectres sont très semblables, à part un tout petit peu, une toute petite différence ici, mais on a du mal à distinguer ces deux isomères, donc on ne peut pas les différencier avec les spectres infrarouges. Alors, prenons maintenant avec la spectroscopie RMN, reprenons nos deux molécules, le pentane 2-on et le pentane 3-on, et là on voit bien qu'on a des spectres très différents. Donc on peut différencier ces isomères avec les spectres RMN. Alors parlons d'abord du principe de cette méthode. Alors certains noyaux se comportent comme des aimants. Les aimants, on va les appeler des spins. Alors normalement, ils s'orientent de façon aléatoire. Si on applique un champ magnétique B0, ils s'orientent tous dans la même direction, mais dans deux sens opposés. Alors ça correspond à deux niveaux d'énergie qu'on appelle alpha et bêta, et cette différence, elle est proportionnelle au champ. Alors un proton peut passer d'un niveau d'énergie à un autre si on le soumet à une onde électromagnétique de fréquence nue. On dit alors que le noyau est en résonance avec le champ magnétique, et ces noyaux vont ensuite automatiquement, c'est ce qu'on voit ici, redescendre vers le niveau le plus stable, le niveau alpha, et c'est cette énergie qu'on va mesurer, on va en déduire une fréquence. Alors revenons un petit peu sur ce qui se passe. Donc on a au départ des noyaux qui sont soumis à un champ magnétique B0 et ils sont donc au niveau d'énergie alpha ou au niveau d'énergie bêta. Alors on s'aperçoit qu'on a quand même une plus forte densité en alpha. Donc on va ensuite leur appliquer toujours le champ B0, mais donc cette onde électromagnétique qui va les faire passer du niveau alpha au niveau bêta. Et ensuite, voilà, ils vont redescendre et à ce moment-là, relâcher l'énergie qu'on va mesurer. Et cette énergie, elle vaut h nu. Et ben, si on calcule nu à la fréquence qui est donnée, on obtient des ondes radio. Évoquons maintenant la notion de blindage et de déplacement chimique. Pour cela, il faut savoir que lorsqu'il y a mouvement d'électrons, il y a création d'un champ magnétique, comme le montre l'expérience d'Ørsted. On fait circuler un courant dans un conducteur et on voit que la boussole dévie. Eh bien, on va rencontrer le même phénomène lorsque les électrons seront à proximité des protons H+. Ces électrons vont créer un champ magnétique qui va s'opposer au champ B0 et la différence entre les deux niveaux d'énergie, alpha et bêta, va baisser et donc la fréquence que l'on enregistre aussi. Les électrons qui viennent des liaisons covalentes ou des atomes voisins diminuent donc l'effet du champ magnétique B0. Comme un écran, c'est ce qu'on appelle le blindage. Les molécules n'auront pas le même comportement vis-à-vis du champ magnétique. Alors on va utiliser une molécule de référence, le tétraméthylsilane, TMS, qui est très fortement blindé et inerte chimiquement. Donc pour un proton, on calcule ce qu'on appelle le déplacement chimique par la formule nu-i moins nu-ref sur nu0. Nu-i, c'est la fréquence qu'on a mesurée avec l'appareil, liée à l'énergie qui a été relâchée. Nu-référence, c'est celle du TMS. Et nu0, c'est celle du champ magnétique. On multiplie par 10 puissance 6 pour utiliser l'appellation partie par million. Sur un spectre RMN, on aura en abscisse le déplacement chimique dirigé de la droite vers la gauche, avec en 0 la référence TMS. On a vu que plus l'écran est fort, plus il y a blindage, plus le champ et la fréquence sont faibles. Donc vers la droite, ça c'est vers la droite, et vers la gauche, on aura un écran faible et des protons déblindés.
Alors, voyons ceci sur un exemple. Le 2-méthylpropane-2-ol. Les H+, sont des groupes méthyl ici. Voilà, ces 3 groupes ici. Auront le même environnement électronique. On voit bien qu'il y a symétrie. On peut déplacer les uns par rapport aux autres. Donc, ils ont le même environnement. Voilà. Donc, proche d'un atome de carbone ici à chaque fois, qui est très peu électronégatif. Donc, il va pas beaucoup attirer les électrons vers lui. Et donc là, ils seront très blindés, ces atomes d'hydrogène. Alors, et on va les retrouver ici. Voilà. Donc, une valeur qui est relativement faible. Alors qu'ici, le proton H+, qui est à côté d'un oxygène, comme l'oxygène est très électronégatif, l'oxygène va attirer les électrons qui vont bien sûr s'éloigner de là. Il y aura moins d'écran et donc on aura à ce moment-là un déplacement chimique qui sera plus important. Alors, introduisons maintenant le vocabulaire lié à l'étude d'un spectre RMN sur l'exemple de l'éthanol. Alors, qu'est-ce qu'on a sur un spectre? On a déjà dit, en abscisse, on a le déplacement chimique en ppm. On a la référence TMS, que j'ai cité tout à l'heure à 0. On a ensuite ce qu'on appelle des pics, bon, évidemment parce que c'est un pic. Le reste ici, lorsqu'il y a plusieurs pics, on appelle ça un massif, ou des fois on appellera complètement pic l'ensemble, mais vous verrez. Les massifs, c'est constitué de ce qu'on appelle des multiplets, ça veut dire plusieurs pics. Par exemple, ici, lorsqu'il y en a 4, c'est un quadruplet. Là, ici, lorsqu'il y en a 3, c'est un triplet, etc. On a ici, en plus, on va avoir une courbe d'intégration. Alors, la courbe d'intégration, j'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Voilà. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle des protons équivalents. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur le propane de Hall. Des protons qui ont le même environnement chimique sont dits équivalents. Ils sont soit sur le même atome, comme ici, soit ils sont sur des atomes identiques et symétriques. C'est le cas ici. Voilà. Ils forment alors un même massif. Et donc à ce moment-là, regardez, là c'est ce qu'on va avoir ici. Ces 9 H+ vont former le même massif. Voilà. 9 protons équivalents, un proton équivalent. Et on a bien. Comment utiliser maintenant la courbe d'intégration? Donc cette courbe d'intégration, elle fait des sauts, des escaliers, là ici, qui correspondent au nombre de protons qu'il y a dans chaque massif. Donc ici, on prend la plus petite hauteur et on considère que c'est un proton. On verra un petit peu comment on fait autrement. Et donc on va prendre cette hauteur-là et on va la diviser par cette hauteur de 1 proton. Donc voilà, H1 divisé par H2, on trouve que c'est 9. Donc en réalité, voilà, puisque nous on a compté ici 10 protons, on a bien ici pour ce massif les 9 protons qui étaient là. Maintenant parlons de protons voisins et de multiplicité d'un signal. Donc les protons voisins, ils sont évidemment non équivalents, ils sont portés par des carbones directement liés. Donc soit par une double liaison, soit une simple, mais directement liée. Et lorsqu'ils ont n voisins, c'est-à-dire lorsqu'ils ont par exemple 2 voisins, la multiplicité, ce qu'on appelle la multiplicité du signal, c'est n plus 1. 2 voisins, multiplicité 3. On va voir ça sur un exemple, la butanone. Donc la butanone, c'est CH3, CH2, CO, CH3. On a 3 groupes ici. Donc maintenant, on va regarder au fur et à mesure chaque groupe. Alors, ce groupe-là, CH3, il est relié à un autre carbone ici, et donc avec 2 hydrogènes. Donc celui-là, ici, il a bien 2 voisins. Ceux-là, ils ont bien 2 voisins. Donc s'ils ont 2 voisins, ça fait une multiplicité 3, et on dira qu'on aura un triplet. Le deuxième, les H2 là ici, ils sont reliés d'un côté à CO, donc là, il n'y a rien, et de l'autre côté, ils ont 3 voisins. Donc 3 voisins, ça fait un quadruplet. De ce côté-là, les H3, sont reliés à l'oxygène, ils n'ont pas de voisins, donc ils ont 0 voisin, et donc c'est un singulier. Et donc voilà ce que ça donne. Cela, quadruplet, ça, singulier, et ce dernier, le triplet. Alors comment peut-on maintenant relier une molécule à un spectre? On va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc la première chose, on utilise la courbe d'intégration, on prend la plus petite hauteur
Et ici, on a deux hauteurs identiques, hein, H2 et H3. Et celle-là, elle est le double. Et comme on avait ici 7 protons, là, ça nous fait 1, 2, 3 et demi. Alors, en réalité, on multiplie tout par 2. Hein. Donc, en fait, pour avoir 7, on aura ici, voilà, ici, on aura 2, 2 et 3 hein, pour H1. Donc, ici, on aura 3 pics. Donc, si ça veut dire 3 pics, ça veut dire qu'on a 2 voisins. Et si on a 2 voisins, on est forcément ici. Parce que là, on a 2 voisins. Alors, vous me direz, ça peut être ça. On va expliquer pourquoi c'est pas le cas. Puisque ici, cette hauteur H1, elle est là pour 3 H+. Hein. Donc, ici, de l'autre côté, on a aussi un triplet. On a 2 voisins. On a un déplacement chimique de 3,4. Donc là, on a affaire à ces deux, on est proche d'un atome très électronégatif, donc c'est forcément cela. Et le dernier, les autres, donc qui ont d'un côté 3 voisins et de l'autre côté 2 voisins. Donc on a 5 voisins, voilà, non équivalents. Et là ici, donc si on peut regarder ici, on a 6 pics. On a un sextuplé. Alors que faut-il retenir? Alors comment analyser un spectre RMN? Il faut d'abord compter le nombre de signaux pour déterminer le nombre de groupes de protons équivalents. Ensuite, on utilise la courbe d'intégration et on détermine les proportions de chaque proton associé à chaque signal. Ensuite, on regarde la multiplicité pour dénombrer les protons voisins. Donc là, on regarde le nombre de pics dans un massif. Et ensuite, si vraiment on veut vérifier, on peut utiliser la table de valeurs de déplacement chimique, ou alors si vraiment on a une ambiguïté. Alors, on peut aussi utiliser ce type de tableau. Donc, par exemple, ici, avec le nombre de lignes égal au nombre de massifs. Ici, par exemple, pour une molécule qui aurait 3 massifs, on rentrerait le déplacement chimique, on regarderait la multiplicité, le nombre de voisins. L'intégration, on calcule toutes les valeurs et on divise par le nombre de protons, etc. On verra ça dans une activité en classe. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.